No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tu sueño. Audrey, merci beaucoup de nous accueillir pour cette nouvelle édition de Flamme. Tu nous accueilles dans ce superbe endroit qui, au-delà d'être une entreprise à succès, est aussi un musée vivant de l'artisanat. Tu vas nous en parler un petit peu plus longuement dans cette interview. Bohain, c'est la dernière manufacture française d'épingles et d'aiguilles qui, je crois, a été créée en 1883, mais surtout qui a été labellisée entreprise du patrimoine vivant en 2020. C'est un succès assez impressionnant. Je crois que tu fais revivre cette entreprise depuis plus de 5 ans et qu'avec ton époux, vous avez repris l'entreprise. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui l'activité et l'ambition de Bohain aujourd'hui ? Alors c'est une question très vague, Ben oui. très vaste aussi. Ouais. Donc merci Charlotte. Alors en fait Bohain c'est 3 casquettes, d'accord. Bohain France, c'est première casquette, c'est la production. Donc on est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre, d'épingles, de bracelets pelotes. Ce fameux bracelet qu'on met au poignet où on pique les aiguilles, les épingles. Donc ça c'est notre production, c'est historique. Nos machines sont ancestrales, elles ont entre 150 et 200 ans. On a dans notre fonctionnement en fait, c'est un savoir-faire artisanal avec une proportionnalité industrielle. Donc ça c'est notre production historique. Ouais. Deuxième casquette qui est la plus grande, la plus large, c'est le négoce international. Donc on a un catalogue de 2500 produits, tout pour la confection. Donc on est vraiment dans les outils de confection, donc les ciseaux, les craies, les règles, les centimètres, les boutons pression, enfin tout ce dont tu as besoin pour faire de la mercerie, sauf le tissu et les boutons et le fil. Et pour les entreprises ou aussi pour le grand public comme toi et moi ? Pour les entreprises qui revendent au grand public. Après on a une boutique ici, on a une boutique aussi en ligne, mais principalement on oriente les personnes dans les merceries, dans les magasins de tissus qui nous achètent nos produits. Donc ça c'est vraiment la deuxième casquette qui va avec notre production, c'est le même niveau d'excellence, mercerie premium, vraiment le top de la qualité. Donc ça c'est l'activité principale de Bohain. Et puis on a rajouté une petite casquette il y a quelques années, donc c'est le tourisme industriel, donc ce fameux musée vivant dont tu parles. On est ouvert au grand public, donc chaque année on a à peu près 15 000 visiteurs qui viennent visiter nos ateliers de production. La particularité c'est que tu rentres sans aucun guide. D'accord. Tu prends en fait ton billet, tu rentres dans les ateliers, il n'y a personne qui t'accompagne et tu peux discuter de façon très libre avec nos salariés. On voulait que ça soit vraiment hyper transparent, authentique et que l'échange ne soit pas, on va dire, truqué. Formel. Voilà, ou parce qu'il y a un guide, etc. Donc voilà. C'est génial et ça doit être ultra valorisant pour les collaborateurs. C'est très valorisant. Ils sont très fiers de ça, j'imagine. Tous les jours, il y a à chaque fois des ce que vous faites c'est super, vraiment vous avez un métier incroyable, vos produits on les adore. Donc ils ont des compliments tous les jours. C'est super. Et donc finalement, vous avez eu à cœur avec ton mari de moderniser et d'insuffler finalement un nouvel état d'esprit, tout en gardant finalement l'ADN de l'entreprise. Regarde, ça c'est super important. Je pense que vraiment on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va si on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. Enfin, c'est un peu bateau dit comme ça, mais voilà, je ne sais pas travailler autrement qu'avec ce mojo. Et donc on a racheté l'entreprise avec Fabien le 28 décembre 2017. Donc génial, super cadeau de Noël. Voilà, on a bien fêté le passage de la Saint-Sylvestre. Donc on a racheté l'entreprise, moi j'étais déjà salariée. Fabien était dans la banque, je l'ai débauché parce que je voulais vraiment qu'on ait une aventure à deux dans l'entreprise. Familiale. Voilà, exactement. De toute façon, ça fait 17 ans quasiment qu'on est ensemble. Ça doit faire 16 ans et 10 mois qu'on veut travailler ensemble. Donc c'était écrit. On a racheté l'entreprise il y a 4 ans et demi et on savait qu'on avait vraiment des bonnes bases. Les bâtiments sont magnifiques, la production est ultra qualitative. On avait des gens formés, des gens très engagés aussi dans l'entreprise. Pour autant, on avait quand même peut-être une belle endormie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment
pousser et booster l'image, la communication, le développement produit. La visibilité. Voilà, la visibilité, travailler les relations presse, les relations publiques aussi. On parle beaucoup aujourd'hui de la marque employeur, mais nous, ça fait 4 ans et demi qu'on le fait naturellement. Donc voilà, on a repris donc, il y a 4 ans et demi et aujourd'hui, je pense qu'au bout de 4 ans et demi, on a vraiment redonné un souffle nouveau à l'entreprise, mais c'est que le début. Ah, on a hâte de voir la suite et puis tu vas sûrement nous en raconter un petit peu. Mais finalement, quand on regarde ton parcours, rien ne te destinait totalement directement à cette carrière et à cette vocation d'entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui t'a donné cette flamme, qui t'a inspiré finalement cette vie que tu mènes aujourd'hui? Alors j'ai 2 parents qui sont très complémentaires mais qui ont 2 caractères un peu différents. Donc, très riche en général. Exactement. Ouais. Donc j'ai un papa qui a été donc toute sa carrière quasiment chef d'entreprise. D'accord. Donc la rigueur, s'investir, s'engager, la responsabilisation aussi, ça c'est vraiment voilà, j'ai été élevée en fait dans ces valeurs-là qui sont très fortes. Et pour autant le week-end, je suis avec ma famille, je mets la main à la pâte pour que la maison avance, vraiment toujours du travail, perso, pro, toujours dans le mouvement. Ouais. Et j'avais une maman qui du coup s'est peut-être mise à une période en retrait par rapport à la carrière de mon père pour pouvoir en fait suivre les mutations, pour pouvoir nous élever, mais toujours avec cette idée de garder en fait la cohésion de la famille, aussi très créative. Donc c'est intéressant, cerveau gauche, cerveau droit quoi. Un peu, exactement, ouais. C'est exactement ça. Et pour moi c'est une super richesse en fait. Ouais. Mon éducation, je pense que ça a été vraiment le ciment en fait le début de mes choix en fait au niveau de mes études, ouais. Puisqu'après à 18 ans je voulais arrêter mes études. Mes parents m'ont dit non Audrey, t'as trop bons résultats, tu continues. Mais moi je voulais ouvrir un bar qui soit un tiers-lieu avec des expositions, des concerts, de la bonne nourriture, des débats. Déjà précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui en fait. Oui en fait, ouais. Mais parce qu'à l'époque ça se faisait pas du tout. Non, pas du tout ça. Et donc du coup à 18 ans je dis ça à mes parents me refusent. Je me dis bon, je vais faire un IUT GEA, gestion entreprise administration. Comme ça va me donner des bases de gestion d'entreprise. Toujours ce côté quand même entrepreneurial qui était là derrière. Et là, je tombe follement amoureuse de Fabien. Ah, ce Fabien revient souvent quand même dans cette histoire. Alors, on est très fusionnels. Donc, j'en parle, voilà. Et si moi, ça ne me dérange pas du tout de prendre la lumière, lui, il est plutôt vraiment dans l'ombre. Mais c'est notre équilibre aussi. Bah ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, je tombe amoureuse de Fabien qui, lui, veut continuer ses études. Et là, je me dis, faut que je continue aussi. Sinon, il va se créer un décalage entre ma vie et sa vie. Donc je décide de continuer mes études en événementiel, parce que quitte à continuer, autant que ça soit assez amusant. Ouais. Et dynamique. Et dynamique. Ouais. Et moi, le projet, c'est toujours le truc qui m'a animée. Donc je suis partie en événementiel. Et en événementiel, j'ai rencontré, en fait, j'ai pris une formation avec beaucoup de stages. Parce que je voulais être dans l'opérationnel, voilà, du concret. Donc j'ai rencontré en fait des gens hyper intéressants dans tous mes stages. À chaque fois que je faisais un stage, j'avais quelqu'un qui m'apprenait quelque chose. Alors, peut-être pas dans l'opérationnel ou le technique, mais peut-être un savoir-faire, un savoir-être, peut-être un détail. Et à chaque fois, je me suis énormément nourrie en fait, de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée dans des stages. Donc, je voulais vraiment bien cibler et à chaque fois rentrer dans une entreprise pour apprendre quelque chose. Et puis être au cœur de l'action. Ouais. Ça, c'était important pour moi. Je voulais vraiment être au cœur de l'action. Donc, j'ai mené en fait mes études comme ça. Et puis, le hasard a fait qu'un jour, on me dit, écoute, il y a une entreprise dans l'Orne qui veut s'ouvrir au grand public et qui veut ouvrir ses ateliers voilà, à monsieur et madame tout le monde. Mais ils veulent quelqu'un qui a fait tes études. Bon, le hasard. Et de fil en aiguille, sans jeu de mots, voilà, je suis venue ici, j'ai rencontré le dirigeant, on a eu un coup de cœur professionnel. Là aussi, encore une fois, voilà, c'est une rencontre, hein, c'est quelqu'un. Et je me suis dit, non, mais ce projet, il est pour moi parce que c'est pas du tout un musée, c'est une visite d'entreprise, c'est une entreprise dans une entreprise. J'avais 25 ans, je me suis dit, c'est fou cette opportunité. Donc, je suis rentrée le soir, j'en ai parlé à Fabien, il me dit, bah vas-y, on y va. Et puis voilà. C'est incroyable parce que finalement, il n'y a pas une flamme qui t'a été transmise. Finalement, c'est des rencontres qui t'ont à chaque fois
enrichi, donné envie d'aller plus loin, construit Oui. aussi, enfin quand on construit ton parcours et ton expertise pour te permettre d'arriver à cette rencontre finalement en fait, un peu finale. C'est grâce à toutes ces personnes que j'ai vraiment cultivé aussi beaucoup ma confiance aussi en moi-même. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie, alors on a son tempérament à la naissance, j'ai toujours un tempérament assez fort, mais toutes ces rencontres ont continué de me nourrir. Et après, je pense aussi qu'il y a aussi une grosse partie où je me suis construite aussi par moi-même. Oui. J'adore travailler. Voilà, c'est peut-être Ça tombe bien, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais j'adore travailler. Ouais. J'adore apprendre et surtout, je n'aime pas m'enfermer dans un mode de pensée. Ce qui fait que j'ai mes idées, mais j'écoute toujours ce qui se passe à côté. Et ça m'arrive souvent en fait d'aller piocher une idée par-ci, par-là, parce que je pense que c'est toutes ces ramifications qui vont faire que je vais devenir un peu plus forte. Et complète. Ouais. Et voilà, donc je suis beaucoup dans l'autoconstruction aussi, mais ça vient aussi avec toutes les rencontres, les liens, et surtout cette curiosité, cette ouverture d'esprit. C'est intéressant parce que finalement, tout ce qui résume ce que tu viens de nous raconter, c'est un peu la notion d'engagement, d'engagement de soi dans sa vie personnelle et professionnelle, et l'engagement qu'on peut trouver aussi dans la relation qu'on a aux autres. C'est extrêmement intéressant parce que c'est un peu ce qui résume aussi ce qui t'a construit, des engagements réciproques. On a vu aussi que donc, tu étais engagé, mais aussi l'entreprise en tant que telle était très engagée sur les enjeux aussi bien écologiques, RSE, sociétaux, etc. Est-ce que tu voudrais, toi, nous partager une flamme, tu voudrais encourager quelque chose ou porter à notre connaissance finalement une flamme que tu trouves intéressante, une thématique que tu as envie de porter? Oui, alors déjà, pour compléter ce que tu dis, on dit souvent en fait que l'entreprise est à l'image du dirigeant. Donc, Eh bien oui. et je suis quelqu'un, voilà, profondément engagé. Et quand je dis oui, c'est oui. Et quand je dis j'y vais, j'y vais. Mais j'y vais à 110%. Ouais. Donc l'entreprise suit aussi un petit peu ça. Donc on porte plein de flammes. Pour le coup, voilà, on a un peu tout est intéressant en fait et tout mérite en fait d'être mis sur le devant de la scène. Mais pour quelques exemples, par exemple, on s'est engagé dans un atelier d'insertion pour femmes. Donc je travaille avec la mission locale de l'Aigle et avec sa directrice qui est très dynamique aussi. Un jour, je l'ai appelée et je lui dis écoute, Marilène, viens voir parce que j'ai un super bâtiment. Ça y est, on a refait la toiture, donc il n'y a plus de fuite d'eau, il n'y a plus de tout ça. C'est un grand plateau de 300 mètres carrés. On le loue 3-4 fois dans l'année pour faire des événements, mais ce serait dommage de se dire qu'il n'y a pas de vie dans ce bâtiment, alors qu'à l'époque, je suis sûre qu'il y avait plein de gens qui travaillaient dedans. Viens voir, on va voir ce qu'on peut faire. Elle est venue, et là, elle tombe amoureuse du bâtiment, et il y a une rencontre encore. Et là, on s'est dit, non mais il faut qu'on fasse un atelier de couture pour faire revenir dans le monde du travail, peut-être des femmes qui se sont un petit peu éloignées pour X raisons. Ouais. Donc aujourd'hui, on accueille en fait depuis novembre dernier cet atelier d'insertion. On a une dizaine en fait de personnes qui sont embauchées à l'intérieur. C'est top. Il y a déjà des super histoires, des personnes ça y est qui sont même sorties d'atelier pour en fait avoir une autre carrière. Enfin, c'est super parce que voilà, on a de la chance nous. Enfin, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'estime aussi que mes salariés, mon devoir, c'est aussi de les rendre chanceux en ayant un bon cadre de travail, en ayant une écoute, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. Donc redonner un petit peu de toute notre chance à quelqu'un, c'était vraiment pour moi hyper important. Donc là, c'est l'atelier d'insertion. Mais c'est le travail pour les femmes en général, c'est la cause féminine. Je défends énormément les femmes. Et on a vu notamment sur le cancer, c'est ce que vous avez pu faire. Alors Octobre Rose, en fait, ça a commencé par Octobre Rose. Une amie très proche de ma mère est décédée quand j'étais petite du cancer du sein et ça m'est toujours resté en fait comme une profonde injustice. Pourquoi elle et pourquoi une récidive et pourquoi elle quittait sa famille comme ça, enfin pourquoi voilà. Donc je me suis toujours dit un jour si je peux, j'essaierai de mettre en fait mes compétences au service de cette cause pour ramasser plus gros. Parce que moi je peux faire très bien un chèque, mais je voulais que ça soit une initiative partagée. Donc voilà, et puis qu'on récolte plus d'argent. Donc c'est ce qu'on a fait avec Octobre Rose. On a sorti une édition spéciale l'année dernière du bracelet pelote avec une épingle à l'intérieur pour former le mamelon.
Donc on en a. J'ai vu, en plus c'est beau. Nous on trouve ça super joli. Ouais. Et donc cette année on recommence avec, on va encore plus loin. Donc, et c'est l'atelier d'insertion qui fait la couture cette année de tout le bracelet. Génial. Enfin, voilà, on va chaque fois on veut développer, mais on veut que tout ait du sens. C'est-à-dire que si c'est pour refaire une opération sans donner du sens à côté, ça ne va pas. Donc tout ce qu'on essaye de faire, il y a du sens. Donc ça c'est l'engagement, on va dire. Social, et puis des choses qui me touchent vraiment à cœur. Mais après, je pense aussi que mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est pas simplement le rôle économique ou sociétal avec mes salariés, mais c'est aussi une ouverture d'esprit. Ouais. Et c'est pour ça qu'on mécène aussi quelques artistes. Alors des artistes, on a par exemple un super couturier qui fait de la haute couture avec des robes d'épingle. D'accord. Mais on a aussi une artiste, alors je ne sais plus son âge, mais je crois qu'elle a 85 ans passés, je sais plus. Ah oui, d'accord. Simone Felpin, voilà. Ouais. Et elle fait des œuvres incroyables où toutes nos épingles sont cachées à l'intérieur, mais voilà, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis ici, en fait, dans cet espace, on accueille aussi des expositions. Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Voilà, donc là, c'est Catherine Chanteloup qui travaille aussi le textile. Donc là, on est sur de l'art contemporain avec du fil. Mais on accueille en fait 3 expos à peu près par an qui ouvrent l'imaginaire et qui ouvrent les perspectives en fait aux personnes qui viennent visiter ici. Pour montrer que l'entreprise, c'est pas simplement je vends un produit, je récupère du chiffre d'affaires, mais que c'est beaucoup plus que ça et que parfois c'est de l'intangible, mais c'est très important. C'est extrêmement intéressant parce que en fait toute ta vie tourne autour de la notion de réussite, mais de réussite personnelle par rapport à ton histoire familiale, ta réussite professionnelle par rapport à finalement cette entreprise que tu as réussi à revitaliser, mais aussi ta réussite sociale, j'ai envie de dire, et sociétale, c'est-à-dire de transmission, d'engagement. C'est extrêmement positif par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la société, une société qui se remet beaucoup en question, des nouvelles générations qui sont toutes en train de se poser des questions, mais qui sont avides de sens et de bien-être. On a aussi, nous, une thématique dans Flamme qui nous intéresse énormément. C'est finalement tes raisons d'espérer. Et je crois que tu dis par exemple que tu milites pour que les enfants aient conscience de ce qu'ils sont. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu cette phrase qui m'interpelle. Alors, je suis maman donc, de 3 enfants. On a trois garçons, donc Léopold, Lazare et Léandre, 9, 6, 5 ans. Tous en L. Voilà, tous en L, exactement. Bon, c'est encore une grande histoire. Je ne vais pas très raconter parce que c'est très très grand. Mais voilà, donc on a 3 enfants avec Fabien et je trouve en fait qu'il y a des tabous, il y a des clichés, que ce soit sur les femmes, sur les homosexuels, sur aussi des couleurs de peau. Enfin, ça pullule. Après, avec les réseaux sociaux aussi, tout le monde devient expert de tout, tout le monde a un avis sur tout, et tout le monde ose donner son avis, sauf qu'ils ne se rendent pas compte des portées. Et en fait, ça peut être en fait vraiment destructeur. Là, ce qui se passe, alors si on peut rentrer un peu, je ne vais pas rentrer vraiment dans le sujet, mais ce qui se passe aux États-Unis, moi, ça me révolte et ça m'indigne profondément par rapport justement aux femmes. Bien sûr. Et du coup, je trouve que notre rôle aussi à nous, c'est justement d'accepter les personnes comme elles sont, mais profondément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les éduquer ou les élever dans un cadre ou un moule. Il y a des conventions sociales par rapport à l'école, etc. Évidemment, d'accord, la politesse, voilà. Mais pour autant, il faut, je pense, en tant que parent, être vraiment au fait de qui est profondément mon enfant, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses envies, c'est quoi son caractère, et plutôt que d'essayer de le refaire revenir dans un schéma qu'on connaît ou qui peut aussi nous rassurer, c'est comment en fait comment je l'accompagne. Pour qu'il se développe et qu'il soit heureux, parce que je suis persuadée que quelqu'un qui est heureux, et si toute la société, alors c'est très utopique, mais si tout le monde acceptait les différences de chacun, parce qu'on est tous bourrés de différences, on est tous différents, si chacun acceptait les différences de l'autre, déjà, le bonheur que ce serait. Le progrès. Mais oui, ce serait le plus grand des progrès. Donc voilà, moi en tant que maman, c'est ce que j'essaie de faire en fait, c'est d'être vraiment, de regarder mes enfants, de me dire voilà, il est comme ça, mais c'est son tempérament, c'est son caractère. Je veux bien sûr qu'il y a le cadre familial de base avec la politesse, avec tout ça, mais comment je vais faire pour qu'il se développe et qu'il ait pleine possession en fait de ses facultés et qu'il soit réellement lui-même, qu'il soit honnête avec lui-même. C'est intéressant parce qu'on a commencé par la flamme qu'on t'avait transmise, qui était aussi une flamme liée à l'éducation de tes parents ou au modèle de tes parents, mais aussi la capacité qu'ils avaient eu à respecter qui tu étais, tout en te recadrant peut-être dans une certaine optique. Est-ce que pour toi,
la réussite passe avant tout par l'éducation des parents, c'est-à-dire que c'est la base de tout. Ah oui, l'éducation pour moi. Est-ce que c'est un vrai débat de société aujourd'hui qu'il faut retravailler? Mais l'éducation, en fait, l'éducation, ça va avec le respect, ça va avec voilà, le savoir-vivre avec les autres. Aujourd'hui, on est dans une société quand même qui est très nombriliste. Et il va falloir à un moment donné redonner du sens à tout ça. Tout le monde est en quête de sens, notamment les nouvelles générations. Mais en fait, cette quête de sens, elle peut pas être, on ne peut pas la décider. En fait, il faut qu'elle soit vraiment portée, il faut qu'elle soit inspirée. Et ça passe notamment par l'engagement, mais l'engagement aussi des parents dans l'éducation. Mais je pense que c'est un juste milieu, mais ça s'adapte aussi à chaque enfant, ça s'adapte à plein de choses. Voilà, c'est un sujet très très vaste, oui. Mais pour moi, l'éducation, voilà, c'est la base de tout. Donc c'est vrai que cette notion de transmission, elle a l'air extrêmement centrale dans ta vie, dans ta famille aussi. Et pour nous, Flamme, c'est aussi l'occasion pour chacune des personnes qu'on interviewe de transmettre quelque chose aux nouvelles générations, un message ou en tout cas une idée à suivre. Qu'est-ce que tu as envie finalement de leur dire? Moi j'ai envie de plein de choses. Ah oui, non, mais je me doute. Je me doute, mais si tu avais un ou deux messages que tu aimerais leur transmettre. En fait, il faut constamment s'indigner des choses qui ne sont pas normales. C'est-à-dire que quand on a une ouverture d'esprit, je pense qu'il faut constamment remettre en cause les choses et c'est les combats qui font les grandes avancées. Et on le voit, hein, je ne vais pas citer Simone de Beauvoir, mais dès qu'on a une crise, on revient en arrière. Donc il faut continuer en fait toujours le combat. Rien n'est jamais acquis. Donc ça, c'est déjà important, c'est l'implication, c'est l'engagement, mais c'est aussi la responsabilisation. Aujourd'hui, alors là, je fais un parallèle avec mon rôle de chef d'entreprise, mais aujourd'hui, on attend de l'entreprise qu'elle soit en fait psychologue, qu'elle soit maman, qu'elle soit… Géo aussi, animatrice. Voilà, en fait, sauf que non, l'entreprise, en fait, elle est là pour un but, qu'on y soit bien, c'est important, mais je pense que les gens, pour donner du sens à leur vie et être bien, doivent aussi se prendre par la main eux-mêmes. Alors, que le cadre de l'entreprise permette ce bien-être, c'est important, mais je pense que la responsabilisation des individus est ultra importante. Je pense qu'on la perd. À chaque fois, c'est toujours, mais il y a toujours un coupable. Plutôt que de se dire, voilà, c'est comme ça, je dois le… J'assume, ou l'adversité aussi. Ça, c'est un grand débat aussi, l'adversité. Mais voilà, je pense que les gens devraient arrêter aussi un petit peu de s'apitoyer à chaque fois sur leur sort et se prendre par la main. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas contents de leur travail. Alors, pas forcément ici, ou en tout cas, ils ne le disent pas trop. Mais autour de moi, j'en entends. Et je leur dis, changez de vie. Enfin, partez ou lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si pour vous, c'est si simple d'être patron, mais lancez-vous. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Donc, voilà, il faut se responsabiliser, il faut être en accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Et puis, il faut y aller, quoi. Et il y avait la notion d'écoute aussi de soi-même. Oui. Je pense que c'était un point qui était extrêmement important pour toi, puisque c'est ce que tu as fait, toi, pendant toute ta carrière. Ça veut dire quoi, s'écouter soi-même? C'est la liberté d'être soi, c'est ce que tu disais aussi en introduction. C'est l'instinct, enfin voilà, la confiance en soi, on m'a expliqué que c'était de l'instinct, c'est de se faire confiance aussi, c'est vraiment l'intuition, je pense, en premier lieu. Alors attention, c'est pas simple et je me plante encore parfois, mais… Est-ce que c'est aussi le fait de ne pas avoir peur de faire des erreurs? Oui. Et de se tromper? Alors c'est pour ça que je suis ultra… embêtante avec mes équipes parce que je suis très très pointilleuse, parce que tout ce qu'on peut en fait anticiper, organiser et où ça roule, ça nous permet en fait d'avoir l'esprit libre pour gérer les imprévus. Donc et pour autant, j'ai l'impression que j'adore rigoler. Je pense que je suis la personne qui met le plus le bazar dans mes équipes quand j'arrive. Mais la rigueur n'est pas du tout en fait antinomique avec ce côté vraiment bien rigoler, bien vivre ensemble. Voilà. Pour moi, c'est deux choses qui peuvent être totalement complémentaires. Sans se prendre au sérieux. C'est ça, exactement. Et pour moi, c'est très large en fait tout ça. C'est s'écouter, mais c'est écouter les autres. C'est aussi arriver à lever, encore une fois, ces tabous, ces clichés aussi qui font aussi le ciment de notre éducation, de notre modèle aussi aujourd'hui en France, mais aussi international. C'est pas facile, hein. Il y a encore plein de fois où voilà, je tombe à côté de la plaque, mais… Au moins, tu essaies. J'essaye, exactement. J'essaye et je m'en prends qu'à moi-même, si ça loupe. Eh ben, c'est une superbe conclusion par rapport à cette interview, cette idée d'écoute et de responsabilité. Ça nous donne tous en fait envie de venir ici pour et te rencontrer, mais aussi visiter l'entreprise, visiter le musée.
Et surtout pour nous, Flamme, c'est aussi l'occasion pour nous tous, chez W, mais aussi en tant qu'auditeurs et spectateurs de cette interview, aussi de s'engager d'une certaine manière. Donc comment est-ce qu'on peut vous accompagner, vous aider à progresser encore une fois? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement… Alors tu l'as dit, du coup Charlotte, déjà c'est venir visiter. Mais parce oui. que pour le coup, ça permet vraiment aussi aux personnes de découvrir un savoir-faire unique en France. Donc je suis sûre que les gens qui viennent visiter sont super heureux. Donc déjà c'est la première chose, c'est venir nous visiter, rencontrer nos salariés. La deuxième chose aussi, c'est choisir la meilleure aussi des consommations, puisque nos produits, on est la mercerie premium, donc on a des produits en fait qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais par contre qui sont beaucoup plus, qui tiennent beaucoup plus dans le temps, qui sont fabriqués ici. Made in France. Voilà, exactement. Mais il y a aussi cette notion de durabilité. Oui. Pour moi, le Made in France, je veux pas simplement que ce soit estampillé Made in France et c'est pas de la bonne qualité. Il faut aussi qu'il y ait d'autres engagements et d'autres valeurs derrière. Donc là, je suis sûre aussi de mes produits. Donc c'est aussi la consommation en fait de nos produits. On a un site en ligne, mais on est dans pas mal de boutiques. Et puis, si on veut m'aider, je pense que c'est vraiment aider aussi toutes les causes pour lesquelles je suis très engagée. Ça, je pense qu'on a encore un gros travail à faire justement sur l'image de la femme, l'image de la chef d'entreprise. Donc, arrêtez de croire expert sur les réseaux sociaux et soyez juste vous-même et ouvrez-vous l'esprit aux autres. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Eh ben, écoute, c'est justement le sujet de Flamme. Merci beaucoup Audrey parce que c'était extrêmement inspirant et surtout extrêmement dynamisant. Ça donne envie de travailler avec vous et dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci Charlotte.